contre, on n'a pas l'autre. Hein. Ouais, ok. Très bien. هو هذيك. راه غادي قبل غنعيط له غتبريزونطي دابا ولا باقي دابا هادشي مزيان على ما تسالي باش كومسا ما بريزونطاسيون توكسيكولوجي ياك خليها لك لا هذيك لاجونس علاش تاسي شاد دو فوا لا لاجونس هادشي درنا كوبي كول ما عرفتش عاود حلي لهذاك وهنا هي صافي قلي صافي كاريمون صافي ما كاين ما احسن ايجيكتيرتي صافي هي هذه ديال الاكسسوار صافي السور وحده كاينه حلي نشوف مدام غالب هي هذيك عافاك لا بريزونطاسيون هي هذيك صافي ميرسي صافي
Elle y est. Par contre, elle est en plein écran ici, mais on ne la voit pas. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. On va reprendre avec cette deuxième session de l'après-midi qui est consacrée au dopage. Et j'appelle le professeur Pascal Kintz pour nous parler de dopage et contamination par la nourriture à propos de quelques affaires sensibles. Professeur Kintz, à vous la parole. Merci beaucoup, Amine. Mesdames, Messieurs, l'idée de ce matin est de vous parler, en l'espace de quelques minutes, d'une situation qui pourrait finalement arriver à tout le monde, c'est-à-dire une contamination par la nourriture. Et si on dit contamination par la nourriture, c'est quasi implicite de considérer qu'il s'agit d'une contamination totalement involontaire. Alors, en deux mots, on en a un petit peu parlé, sans l'évoquer vraiment. Qu'est-ce que c'est que le dopage? En fait, ce n'est pas très compliqué, c'est une infraction par rapport à une des règles du Code mondial antidopage. Et c'est ce document réalisé par l'Agence mondiale antidopage qui sert en quelque sorte de Bible. C'est le document totalement opposable. Il a été rédigé par l'Agence mondiale antidopage pour l'Agence mondiale antidopage. C'est très clair, il faut comprendre cette situation. C'est quelque chose qui fait que l'Agence mondiale antidopage est elle-même protégée par son propre document de référence. Il y a bien sûr l'usage de substances soit interdites en permanence ou en compétition dans certains sports, comme par exemple l'alcool éthylique est interdit dans le sport automobile, les bêta-bloquants sont interdits dans les tirs les sports qui nécessitent une attention particulière, comme le tir à l'arc ou le tir à la carabine, et puis il peut y avoir quelques substances spécifiques. Il y a les méthodes interdites. Alors les méthodes interdites, c'est la transfusion et ce genre de choses. Il y a la soustraction au prélèvement, le refus de prélèvement, la falsification, les fausses urines, ce genre de choses. Et puis surtout, on a beaucoup de cas, c'est le manquement aux obligations en matière de localisation. Le sportif doit indiquer sur un logiciel, le logiciel Adams, pour 3 mois, 1 heure par jour où il est joignable et où une équipe de préleveurs peut venir prélever du sang ou des urines. 1 heure par jour, 3 mois à l'avance. Vous imaginez la contrainte des athlètes et élites face à cette obligation en matière de localisation. Et puis la possession d'une substance interdite, le simple fait d'aller sur Internet, de commander de l'ostarine, ça constitue une offense par rapport au Code mondial antidopage et c'est sanctionnable de 4 ans. Le sportif n'est pas obligé de l'avoir pris, simplement parce qu'il l'a acheté, il peut se voir sanctionné. Alors, la charge de la preuve revient à l'athlète. Le professeur Alvarez l'a déjà dit, il y a une inversion de preuve par rapport à ce que l'on connaît en médecine légale et dans un tribunal criminel. Dans un tribunal criminel, c'est le procureur qui démontre que la personne est coupable. Là, à l'inverse, c'est le sportif qui doit démontrer qu'il est innocent. Et on vous a montré, par exemple, avec Simona Alep, l'Agence mondiale antidopage, elle n'est pas très rapide. Et les fédérations, elles ne sont pas très rapides. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir qu'est-ce que vous avez mangé, consommé, dans quelles circonstances vous étiez, il y a 6 mois, il y a 9 mois? Est-ce que vous avez encore la facture du restaurant dans lequel vous avez mangé? Est-ce que vous avez la facture, la facturette de carte bleue de ce que vous avez fait il y a 6 ou 9 mois? C'est donc quelque chose de très compliqué. Et deuxième chose qui est totalement contraire au droit humain, c'est le laboratoire qui fait l'analyse fait également la contre-expertise. Ça n'existe pas en criminel. En criminel, s'il y a contre-expertise, c'est un deuxième laboratoire qui va faire les investigations. Dans le cas du sportif, le même laboratoire qui a constaté la positivité du A va faire le B. L'athlète, heureusement, parce que l'article 10 du Code le prévoit, peut mettre en avant de nombreuses explications, des considérations environnementales, il faisait particulièrement chaud, il y avait beaucoup de vent, une déshydratation, ou éventuellement, le cas échéant, une contamination.
Mais l'athlète, et c'est là toute la difficulté, doit démontrer qu'il ou elle n'a pas commis de faute, pas de négligence et surtout pas de violation intentionnelle. Comment est-ce qu'on arrive à démontrer que c'était intentionnel ou pas intentionnel? Et comme c'est à lui de démontrer qu'il est innocent, ou à elle de le démontrer, c'est excessivement compliqué de démontrer l'absence d'intentionnalité. Il peut y avoir un problème d'éléments contaminés ou de la grande famille des contaminations, mais la source de la contamination doit être identifiée. Alors, juste pour commencer, j'aime bien les polémiques et celle-là est claire. Richard McLaren est un avocat canadien. C'est lui qui a mis en évidence le scandale russe du trafic des laboratoires. Et les Russes, effectivement, rentraient dans leur LIMS des résultats, et puis finalement ne déclaraient jamais rien, et comme ça, de nombreux athlètes sont passés à travers les mailles du filet. Richard McLaren travaille donc pour la WADA, et lui-même dit « la WADA punit des athlètes innocents ». Voilà la base de réflexion. Mais si on accepte ça, ça veut dire qu'il faudrait globalement fermer la WADA et changer les règles. Alors, comment peut-on travailler, nous, les experts en règle générale pour la défense? Tout part du rapport Adams. Le rapport Adams, c'est juste cette feuille de papier, c'est ce qu'envoie le laboratoire à la fédération ou à l'instance qui lui a demandé de faire de l'analyse. Il y a le type d'échantillon, pour savoir si c'est du sang ou des urines, si c'est en ou hors compétition, parce que hors compétition, on a le droit de prendre de la cocaïne, on a le droit de prendre de l'ecstasy, on a le droit de prendre du speed, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Donc il faut bien savoir si on est en ou hors compétition. Le type de sport, le sexe de l'athlète, homme-femme, et puis quelle est la substance. Et c'est tout. On n'a pas plus d'informations, on n'a pas les concentrations, on n'a rien du tout. Si on veut obtenir quelques renseignements complémentaires, c'est l'avocat du sportif qui demande ce qu'on appelle le Laboratory Documentation Package, c'est-à-dire toute la traçabilité de l'analyse faite par le laboratoire. Alors évidemment, ça coûte entre 400 et 600 € selon le laboratoire, mais vous apprenez un certain nombre de choses très importantes pour nous, pharmacotoxicologues. D'une part, c'est le moment de recueil de l'échantillon, les conditions de recueil, le protocole analytique, les extractions, toutes ces étapes, hydrolyse ou pas hydrolyse, les chromatogrammes, si de la haute résolution a été utilisée ou c'est de la MSMS, ce genre de choses, et une estimation de la concentration. Comment est-ce qu'elle est faite, cette estimation de la concentration? Le Code mondial antidopage, le standard des laboratoires, dit qu'il faut faire un blanc, une référence avec une concentration proche de ce qu'on retrouve dans les urines, et l'urine du sportif. Et donc, vous connaissez la concentration de la référence, avec le transfert d'air entre la référence et l'échantillon du sportif, on peut avoir une approximation, on sait si c'est 1 nanogramme, 10 nanogrammes, 100 nanogrammes, et ainsi de suite. Et donc, c'est la porte ouverte à la contestation. Ça a été expliqué par le professeur Alvarez, un athlète peut être exposé à des facteurs environnementaux. C'est l'exposome tel que défini. On a des instruments de plus en plus sensibles. De nos jours, on mesure sans aucun problème dans les urines du picogramme par millilitre. Il y a 80 ans, on ne savait pas qu'on avait de l'arsenic dans notre sang. On ne savait pas qu'on avait du cyanure dans notre sang. Tout ça, c'est des choses qu'on a appris. Donc, si... et ce n'est pas de la contamination. Alors, chez les fumeurs, c'est un petit peu lié, l'arsenic et le cyanure, par exemple. Mais ces toxiques-là sont présents. Et pourquoi on le sait? Parce qu'on a des machines plus sensibles. Et donc là, on a des machines de plus en plus sensibles, donc on va capter également tout ce qu'il y a dans l'environnement. Le problème, c'est qu'une concentration urinaire faible, voire très faible, vous imaginez rendre un résultat avec 4 picots, par exemple. On a des cas avec 4 picots. Ça peut être quoi? Ça peut être deux choses. Soit la fin d'excrétion d'un produit dopant consommé volontairement, donc en fait du dopage, soit la conséquence d'une contamination, il y a des fifrelins, pas grand-chose, et ça donne ce type de réponse. La main systématiquement dit, eh ben c'est la fin d'excrétion d'un produit dopant, et nous, avec les sportifs et l'équipe légale, on dit c'est plutôt possible que ce soit de la contamination. Donc en fait, c'est de la bagarre non-stop, avec des arguments
parfois scientifiques et parfois évidemment aussi de très mauvaise foi. Je vous ai listé ici toutes les possibilités de contamination. Ça peut être par de la nourriture, ça va être mon sujet aujourd'hui, des suppléments, le professeur Alvarez vous en a parlé, des médicaments, il y a eu récemment de la triméthazidine qui était présente dans le Daflon, donc qui a obligé l'Agence nationale du médicament à retirer un certain lot de Daflon. Donc il y a des médicaments qui peuvent être contaminés par des produits dopants. Et c'est particulièrement le cas de l'ibuprofène, qui est très souvent contaminé par des diurétiques. Et puis toute la saga de contact par la peau, le clostébol, la salive quand on embrasse quelqu'un, et par les relations sexuelles. Et puis après, il peut y avoir des cas un petit peu particuliers. Un jour, je reviendrai vous parler de ces événements extraordinaires, transfusion sanguine, transfusion et transfert via un vêtement, par l'environnement de vie, et également les problèmes de vengeance à travers les produits dopants. Alors je vais vous parler de contamination par la nourriture avec 4 exemples. Tout d'abord, la contamination par la nourriture de façon naturelle, c'est-à-dire ce qui est présent dans l'environnement. Ici, on est sur le cas d'une vice-championne olympique chinoise. Elle est vice-championne de marteau. Dans ses urines est retrouvé du zéranol, qui est classé S1.2, et son métabolite, le bêta-2 zéranol. Or, le zéranol, c'est également le métabolite du zéaralénone, qui est une mycotoxine naturelle. Et donc la balance, la différence est très compliquée à faire entre ces deux molécules, l'utilisation de cet anti-œstrogène ou une contamination par la mycotoxine. Et là, il y a un prélèvement formidable qui s'appelle le cheveu, parce que le cheveu incorpore préférentiellement la molécule mère par rapport au métabolite. Et donc quand vous avez cette discrimination à faire, est-ce que c'est la mycotoxine ou est-ce que c'est l'anti-œstrogène, un prélèvement de cheveux vous permet d'obtenir la réponse. Et dans le cas de cette sportive, on ne retrouve pas l'anti-œstrogène et au contraire, on retrouve la mycotoxine. Elle a été relaxée par le comité olympique chinois et a pu retourner à la compétition. Donc là, le cheveu a permis la discrimination d'une contamination naturelle par la nourriture. Deuxième possibilité, il n'y a pas que les athlètes humains, il y a également les chevaux. Et ici, nous sommes sur l'affaire d'un cheval contrôlé pendant une course. Dans ses urines sont retrouvés de la morphine et du cannabidiol. Chez le cheval, c'est pas compliqué, rien n'est autorisé, tout est interdit. Il n'y a pas de liste. Donc on ne peut pas utiliser des magouilles, des analogues, des molécules pas classées, genre dans le temps du tramadol à la place de la morphine. Et genre... Chez le cheval, rien n'est autorisé. C'est pas compliqué. Donc de ce fait-là, dès lors qu'on trouve quelque chose, c'est un contrôle anormal. Sa crinière est prélevée, envoyée au laboratoire et s'avère négative. Donc en fait, le fait d'avoir la crinière négative veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a circulé dans son organisme, ça n'a pas été incorporé dans les poils de crinière, et donc la quantité est probablement synonyme de contamination. On demande à l'éleveur de nous envoyer son sac de granulés, où l'on retrouve de la morphine et du cannabidiol, avec une consommation de 6 à 7 kg par jour. Le cheval recevait pas grand-chose, 0,46 mg de morphine, 1,5 mg de cannabidiol, suffisant pour contaminer les urines. Et donc, malgré la démonstration, il a été considéré par la Fédération internationale équestre qu'il s'agissait d'une erreur. L'éleveur aurait dû vérifier la composition du sac, vérifier qu'il n'y avait pas contamination. Comment le faire? Vous imaginez ce genre de choses. Et le cheval a été suspendu pendant 6 mois. La contamination par de la nourriture, c'est-à-dire par des animaux qui ont reçu des produits, c'est quelque chose qui est connu. L'Agence mondiale antidopage accepte cela pour le clenbutérol, la ractopamine, le zéranol et le zilpatérol. Pour ces molécules, c'est accepté. Effectivement, il y a certains pays où les animaux, en particulier de boucherie,
peuvent recevoir des anabolisants ou des promoteurs de croissance. C'est quelque chose d'acceptable. Et je dois dire que la viande sous clenbutérol aux États-Unis, elle est quand même très très bien. En Europe, c'est totalement interdit. Pas d'anabolisants et pas de promoteurs de croissance. Mais, évidemment, si vous allez dans certains pays, eh ben, le risque de contamination de quelque chose d'autorisé. Nous sommes ici sur une numéro 6 mondiale, Barbara Gatica, joueuse de tennis de Colombie. Dans ses urines est retrouvée des faibles concentrations de boldenone, 2 nanogrammes par millilitre. En Colombie, c'est autorisé d'administrer de la boldenone aux animaux de boucherie. On prélève une mèche de cheveux, 3 mois après le contrôle anormal, rien n'est détecté dans les cheveux. L'athlète a quand même été suspendu le temps de la procédure pendant 1 an. Et au bout du compte, elle est relaxée. Elle a perdu 1 an. Et ce que n'a pas dit le professeur Alvarez, c'est que lorsque ces athlètes retournent à la compétition, après une longue période d'incertitude de suspension, ils sont cuits. Simona Halep est cuite. Il y en a d'autres où c'est en cours, elles sont cuites. Elles ne gagnent plus, ou ils ne gagnent plus. La charge émotionnelle, psychologique, pour finalement avoir été relaxé, est quelque chose de phénoménal. 4e exemple et dernier de contamination par la nourriture, Conor Benn, c'est un boxeur du Royaume-Uni. Dans ses urines, il y a du clomifène. On ne connaît pas la quantité, le laboratoire ne l'a pas fait. Et lui, il dit, ben moi, je consomme 30 œufs par jour. Alors évidemment, 30 œufs, incroyable, c'est possible ou pas. Globalement, ça fait à peu près 10 grammes d'albumine, ce qui n'est pas exceptionnel. On peut acheter directement de l'albumine dans des seaux. On recueille ces poils pubiens après le contrôle anormal, où l'on retrouve une faible quantité de clomifène, 85 picogrammes par milligramme. Laurie Guédard du laboratoire a fait de nombreux calculs, des doses uniques et ce genre de choses, et donc c'est tout à fait compatible avec une contamination. Et il a été retenu qu'effectivement, l'athlète avait été contaminé par sa consommation excessive d'œufs. Alors pourquoi l'œuf est contaminé? Tout simplement, on donne du clomifène aux poules, pour augmenter leur fertilité et augmenter les cadences de production des œufs. Ben voilà, le résultat, on consomme du clomifène. Alors, face à la contamination, il y a une stratégie, il y a un prérequis. Ce prérequis, c'est évidemment d'avoir des concentrations urinaires faibles. Le deuxième, c'est l'analyse des cheveux de l'athlète. Il faut évidemment couvrir la période du contrôle anormal, et on doit avoir soit un résultat négatif, soit quelque chose de très inférieur à une dose unique. Pour certaines molécules, c'est connu. Il y a lieu ensuite d'identifier la source, la nourriture, des compléments, des transferts, ainsi de suite. Il faut parfois évaluer la dose entrée dans l'organisme, et là c'est la catastrophe parce que, évidemment, personne n'a jamais fait d'études de microdoses, c'est des choses qui ne sont pas dans la littérature, donc on voit des calculs absolument fantaisistes, en particulier des experts de l'Agence mondiale antidopage. Tout ça, c'est pour permettre de confirmer l'absence d'effet dopant. Parce que si vous êtes contaminé, même à votre insu, mais qu'il y a eu un effet dopant, c'est-à-dire que ça a favorisé la victoire ou le développement musculaire d'un athlète, vous allez être condamné. L'analyse des cheveux du ou de la partenaire est quelque chose d'indispensable. Si on imagine qu'il y a échange pendant des embrassades, pendant des coucheries, pendant des choses comme ça, ben, il faut bien qu'il y ait une source, un ou une qui consomme et l'autre qui est contaminé. Donc il faut arriver à faire ce genre de choses. Et il y a bien sûr, et c'est la question de notre ami Ahmed, un rôle majeur de l'avocat, c'est de démontrer que la contamination n'était pas connue. Les avocats qui savent faire ça sont excessivement chers. Et juste pour vous donner un exemple, Christopher Froome, qui a gagné 3 fois le Tour de France, a eu un problème de salbutamol. On a fait des analyses pour lui ensuite par demande de l'avocat, mais l'avocat a été payé 7 millions d'euros. Donc vous imaginez évidemment que tous les athlètes ne peuvent pas se permettre ce genre de choses. Et si Jean-Claude Alvarez fait parfois des réductions, moi ce n'est pas mon cas.
Je veux dire, il faut aussi que je vive dans ce genre de situation. Évidemment, on ne demande pas 7 millions d'euros, mais juste pour vous dire qu'il y a évidemment une inéquité financière. Pour l'Agence mondiale antidopage, et j'en aurai terminé avec ça, l'usage d'un produit classé comme dopant, c'est 4 ans de suspension. Si la contamination est retenue mais que la source n'est pas identifiée, donc il faut retenir la contamination, hein. Donc il y a faible urine, rien dans les cheveux, des circonstances particulières, la source n'est pas identifiée, c'est au minimum 2 ans de suspension. Parfois ça peut aller à 4. Et si la contamination est retenue et la source identifiée, malgré cela, il y a parfois 9 mois de suspension, comme dans le cas de Simona Alep. Les décisions de la WADA et du tribunal arbitral du sport sont parfois très surprenantes. Oui, et pourquoi? Tout simplement parce que la science ne les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est le dogme du code. Du code. Et pourquoi? Ils n'ont qu'une seule peur, c'est que la WADA disparaisse. La WADA, elle est financée comment? Dans chaque pays. Au Maroc, en France, ailleurs, c'est les États qui donnent. Si les États commencent à contester, comme est en train de faire l'USADA, ils vont faire comment? Donc ils s'auto-protègent. Et vous pourrez le dire, Pascal Kins a dit qu'il s'auto-protège. J'aime bien ça. De toute façon, je suis sur la liste noire. La WADA, tout comme le tribunal arbitral du sport, très souvent, ne tiennent pas compte des connaissances scientifiques. Et nous militons, mais alors de travailler avec eux, par exemple, pour introduire des seuils de positivité, pour éviter la notion de contamination, parce que, je veux dire, 4 picots, 10 picots, 50 picots, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et donc, en conclusion, on a une augmentation marquée du nombre de contestations, de plus en plus. On considère de nos jours qu'il y a à peu près, sur l'ensemble des résultats anormaux qui sont publiés par la WADA, 30% sont liés à des problèmes de contamination. Mais dans la plupart des cas, ces situations passent à l'as et les athlètes sont condamnés parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer une équipe très importante d'avocats. On a des dossiers avec des concentrations où on mesure en dessous du nanogramme par millilitre. Ce qui manque évidemment, ce sont les études scientifiques sur les microdoses. Dans le cas de Kamila Valieva, donc Kamila Valieva, c'est cette jeune patineuse russe de 16 ans qui est accusée d'avoir utilisé de la triméthazidine lors des derniers Jeux Olympiques de Pékin en patinage artistique. Elle a 2 nanogrammes. Il n'y a rien sur la triméthazidine, sur la pharmacocinétique de la triméthazidine de publié. Et la WADA, pendant le procès au TAS, qu'est-ce qu'elle m'a sorti? Une étude sur les rats et une étude sur les vieux de 75 ans. Ils ne savent pas que les vieux de 75 ans sont des insuffisants rénaux, des insuffisants hépatiques et ce genre de choses. Voilà comment fonctionne la WADA. Donc on a opposé à Kamila Valieva une étude basée sur les rats. Et cette fille a pris 4 ans de suspension. Il y a donc, et je le dis très clairement, une mauvaise foi très claire de l'Agence mondiale et de ses experts. Avec Jean-Claude Alvarez, on a des noms, et en particulier, on a aussi des délais très longs entre notification de résultat anormal et la décision finale. Quoi qu'il en soit, pour remédier au problème des contaminations, il faut absolument être capable d'introduire des seuils de positivité, et c'était ça mon message. Je vous remercie. Merci Pascal pour cette excellente présentation, comme d'habitude. Je vous propose d'enchaîner avec la dernière présentation de cette matinée, et après on se réserve des minutes de discussion par la suite. Donc j'appelle Madame Naïma Ralem pour nous parler des plantes et dopage. À vous, Madame.
je l'ai trouvé, mais c'est pas beaucoup. Oui, d'accord. Merci. Donc, pour enchaîner avec ce qu'a dit le professeur Keynes, je voudrais vous informer que l'UNESCO est actuellement en train de se préparer pour introduire les plantes dans les listes interdites. Et donc l'UNESCO a mis en place des commissions dans ces 5 groupes électoraux. L'AMAD fait partie du groupe 5B, c'est-à-dire de la région MENA. C'est des groupes de travail avec des experts qui essaient d'identifier les plantes qui peuvent faire partie de ces listes d'interdiction. Alors, dans ce sens, donc, on a été un peu sensibilisés pour voir ce qui se passe au Maroc. Mais donc, avant, je voudrais donc introduire ce sujet. 3 constats ont été faits. D'abord, l'augmentation de l'utilisation des plantes dites médicinales et des suppléments alimentaires, comme on a vu tout à l'heure, cette dernière décennie. Donc, les plantes, c'est un petit peu l'équivalent des compléments alimentaires, donc le même comportement avec les plantes que les suppléments alimentaires, parce qu'on pense que c'est des produits anodins, donc les gens vont les utiliser beaucoup plus, et également les sportifs. Alors, donc, les sportifs utilisent les plantes pour bénéficier de l'amélioration de leur force et de leur performance. Et comme j'ai dit, donc, ils sont considérés comme sûrs et efficaces et sont utilisés pour éviter, surtout pour les sportifs, ils sont utilisés pour éviter donc les risques liés aux drogues synthétiques. Ils pensent éviter ces risques. Alors, les sportifs vont utiliser et vont consommer les plantes. Pourquoi ? D'abord pour améliorer les performances musculaires, augmenter la force musculaire et la masse corporelle, pour améliorer les performances d'endurance et de force, pour stimuler le métabolisme et brûler les graisses. Des fois, ils ont besoin de brûler leur graisse pour diminuer le poids, pour augmenter la vigilance mentale, des fois, et surtout parce qu'ils pensent qu'ils vont échapper au risque de contrôle positif. Mais attention, les produits à base de plantes peuvent contenir des composants ayant un effet dopant qui peuvent améliorer effectivement les performances sportives, mais ceci, d'une part, ça peut avoir un impact sur la santé au court et au long terme, mais surtout, ça affecte l'intégrité, les valeurs et l'éthique du sport protégées par la Convention internationale du sport ou de lutte antidopage. En effet, donc, certains fabricants mettent volontairement en circulation des produits ou des compléments alimentaires à base de plantes qui contiennent des substances bannies par l'AMA. Parfois, il peut s'agir tout simplement de fausses plantes, c'est-à-dire une mauvaise identification des bonnes plantes, ou de plantes contaminées, comme c'est le cas des suppléments alimentaires. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a aucune garantie que ces plantes ou ces produits à base de plantes sont sans danger. Ils ne subissent aucun contrôle de qualité. Alors l'objectif de ce travail qu'on va présenter, c'est de faire un focus sur les plantes dites médicinales circulant au Maroc, pouvant contenir des substances bannies par l'AMA ou susceptibles d'être bannies par l'AMA dans l'avenir. Donc pour cela, on a identifié les plantes qui circulent au Maroc, donc dans la pharmacopée traditionnelle au Maroc ou internationale, mais qui circulent également au Maroc et qui sont utilisées par les sportifs à la recherche de performance. Donc ce sont des plantes qui peuvent être soit vendues par les herboristes, soit par Internet. Alors pour cela, on s'est basé, puisqu'il n'existe pas de pharmacopée traditionnelle marocaine, bien maîtrisée et entretenue. Donc on s'est basé sur les ouvrages et les articles sur la médecine traditionnelle disponibles au Maroc et on a fait une recherche à travers l'Internet pour collecter quelques exemples de produits vendus à base de plantes. Vendus et destinés aux sportifs, bien sûr. Alors, après, nous avons donc catégorisé ces plantes en 2 catégories. La catégorie 1
l'effet est défini, c'est-à-dire que les plantes contiennent des ingrédients actifs sur l'organisme et certains figurent déjà sur la liste des interdictions de l'AMA. La deuxième catégorie, l'effet potentiel. Donc, ce sont des plantes qui ne contiennent pas de substances bannies par l'AMA, mais utilisées pour augmenter la performance ou l'endurance. Donc, ça touche, comme on a dit, à l'intégrité et l'éthique et les valeurs du sport. Cependant, pour ces plantes-là du groupe 2, de catégorie 2, le mécanisme d'action n'a pas encore été bien défini. On a collecté 9 plantes dans ce sens, dont 4 à base de plantes vendues par Internet. Donc, c'était des stimulants, des analgésiques, des agents masquants ou des anabolisants. Alors, la première plante, c'est l'éphédra. Dans ces deux groupes, Alata et Altissima. Donc, au Maroc, on l'appelle l'Indash, Did, Bilbil, donc peut-être qu'il y a d'autres noms à Mazir. Il contient des alcaloïdes, c'est l'éphédrine, pseudoéphédrine, noréphédrine et méthyléphédrine. Donc, elle est utilisée depuis longtemps pour agir sur l'asthme et les infections respiratoires, donc depuis l'Antiquité. C'est un stimulant qui augmente la vigilance et la perception. Il réduit également la fatigue, augmente la force et la puissance et la vitesse. Donc, c'est pour ça qu'il va être utilisé par les sportifs et il diminue le temps de réaction. Alors, en plus, il a un effet diurétique. Alors, l'éphédrine, pseudoéphédrine, noréphédrine sont classés dans la liste des interdictions de l'AMA comme stimulants S6B. Donc, c'est des stimulants spécifiés qui sont interdits en compétition. La deuxième plante, c'est le pyum, le papaver somniferum. Le nom au Maroc, c'est khashkhash ou l'afioun. Afioun, c'est un nom arabe. Alors, il contient 2 principaux groupes d'alcaloïdes, la morphine et la codéine. En sport, il est utilisé comme analgésique. Et donc, la morphine et l'héroïne sont classés dans la liste de l'interdiction de l'AMA comme stupéfiants S7 et sont interdits en compétition. Toujours de catégorie 1, le cannabis ou le cannabis sativa, le hashish, le qannab al-hindi et d'autres noms, bien sûr. Donc, les composants, comme vous les connaissez, le cannabinol, le cannabidiol, l'acide cannabidiolique et le tétrahydrocannabinol. Il est utilisé en sport comme stimulant du système nerveux central et ça aide à stimuler la motivation et le plaisir des entraînements. Alors, les cannabinoïdes comme le THC et le CBD aident à réduire la douleur et l'inflammation, ce qui peut aider à la récupération. Donc, ces composants sont classés par l'AMA en classe S8, bannis en compétition. Toujours pour la catégorie A effet défini, il y a la noix muscade. La noix muscade, elle est définie à travers un métabolite. Donc, c'est le Myristica fragrans, Jouzat Tib, le gouza en arabe. La myristicine est un précurseur de composés dérivés d'amphétamines substitués structurellement qui rappellent la MDMA. Alors, ce composé peut former des drogues hallucinogènes connues suite à des processus d'amination, donc qui donnent le produit que vous voyez, donc le MDMA. Le MDMA est classé dans la liste des stimulants S6 de l'AMA. Nous passons à la catégorie 2, effet potentiel. Il y a le Datura stramonium, le Reta. Donc c'est de la famille du Solanacées, atropinique, anticholinergique, qui contient comme des alcaloïdes comme l'hyoscyamine, l'iosine et le scopolamine. Il était utilisé contre l'asthme, l'insomnie et la toux depuis longtemps. Utilisé pour ses effets hallucinogènes par les toxicomanes. En sport, il est utilisé comme antalgique par voie orale ou en usage externe, et également comme antispasmodique.
Alors, ces produits atropiniques ne sont pas sur la liste, mais comme vous voyez, ça peut changer, ça touche à l'éthique en tout cas du sport et ça risque d'être classé dans les listes de l'UNESCO qui sont en train de préparer. Toujours catégorie 2, c'est le fenugrec, le helba au Maroc, Trigonella phenophragicum. Alors, sur le web, il est décrit, le fenugrec est décrit comme l'allié secret du sportif pour faire la promotion à ce produit. Bien sûr, il y a des produits qui sont commercialisés à partir de fenugrec. Alors, il contient des flavonoïdes et des alcaloïdes comme la trigonelline. Il y a aussi les saponines et d'autres antioxydants. Il a un effet sur la glycémie, sur l'insuline et les lipides. Il inhibe 2 enzymes impliquées dans le métabolisme de la testostérone et entraîne une augmentation de la testostérone sérique libre, d'où certaines propriétés anaboliques de fenugrec. Alors, les saponines seraient étroitement liées à l'augmentation de la force et l'endurance musculaire. Donc, alors, ces commissions de l'UNESCO, comme on a assisté à plusieurs reprises, ils sont les experts en tout cas, sont réticents par rapport à certains produits qui sont très utilisés par certains pays, comme dans la région arabe et MENA, les Arabes et le Nord-Afrique. Il y a beaucoup d'utilisation de fenugrec. Il y a par exemple le Yémen où ils consomment tous les jours de fenugrec. Donc, on est un peu réticent à mettre sur les listes des produits qui sont très utilisés comme ça. Mais c'est toujours en discussion. Alors, toujours catégorie 2, et là, c'est des produits qui sont vendus qui sont vendus par Internet. Il y a le rhodiola rosea, qui régule la pression sanguine en dilatant les vaisseaux sanguins grâce à la libération d'oxyde nitrique. Cela a pour conséquence d'augmenter l'apport en oxygène dans les tissus, d'améliorer le profil lipidique et de renforcer les performances en endurance. C'est un produit qui a été utilisé par l'équipe russe, et je pense pour lequel il a été sanctionné. Bon, je n'ai pas l'historique exact. Il est utilisé comme anti-inflammatoire et énergisant. Elle assure l'équilibre du cortisol. Ça aussi, c'est un produit qui doit être bien étudié pour voir quels sont les métabolites et les composants. Alors, il y a un autre produit, c'est le cordyceps militaris. C'est un champignon, pas champion, on est dans le sport, donc c'est un champignon qui augmente les niveaux de testostérone également. Il stimule la production d'ATP, risque d'augmenter la chaleur, donc comme effet qui peut être nuisible. Il peut donner beaucoup de fièvre, des sueurs excessives et des hydratations. Donc là, c'est un produit qui est très nuisible pour le sportif. Et là, c'est un produit qui a été utilisé dans la course olympique chinoise, par les Chinois, en fait. Et je pense que c'est le dernier produit, c'est l'ashwagandha, qui est un produit qui est très en vogue, ou appelé également le ginseng indien. Il contient des alcaloïdes, dont la vitamine, qui a une activité apaisante. Il contient des polyphénols qui ont un rôle protecteur et antioxydant. C'est un tonique, il augmente l'énergie et l'endurance, et c'est un agent adaptogène. Alors, il aide de ce fait l'organisme à s'adapter à certaines situations de stress. Alors, il peut également augmenter les performances et les capacités athlétiques en augmentant la capacité cardiaque et pulmonaire et la force musculaire. Donc, il a beaucoup de vertus qui peuvent entraîner sa consommation par beaucoup d'athlètes. Alors, pour discuter cette situation, on peut dire que la pharmacopée traditionnelle est connue pour être riche au Maroc. L'utilisation des plantes médicinales ou dites médicinales est encore largement pratiquée, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, en raison de leur disponibilité et de leur prix abordable.
L'utilisation de la phytothérapie a été accentuée lors de la Covid-19, encouragée par les médias et les réseaux sociaux, où elle est présentée comme solution rapide, simple, accessible et efficace, surtout chez les sportifs qui étaient confinés ou ayant une possibilité d'entraînement réduite. Divers produits à base de plantes sont vendus en ligne avec des promesses de sécurité, alors qu'il n'en est rien, et des résultats garantis grâce à une publicité convaincante. Les médias et les réseaux sociaux constituent donc une plateforme fortement influente par les affirmations, les opinions personnelles. Il y a des gens qui vont venir témoigner et tout, et les expériences partagées à travers le monde. Le Maroc, devant tout ça, ne dispose pas de réglementation de plantes traditionnelles, ni de registre national d'enregistrement. Donc je parle sous le contrôle du docteur Sqalli, peut-être on dira un mot après. À ma connaissance, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de pharmacopée, mais peut-être qu'il existe des ébauches. Il n'existe pas de registre d'enregistrement des plantes car ils sont considérés comme faisant partie de la médecine complémentaire et de ce fait, ils sont vendus de façon libre. Les suppléments à base de plantes sont actuellement utilisés de la même manière que par les sportifs et les non-sportifs pour améliorer les performances d'endurance et de force, comme j'ai dit, mais nombre d'entre eux ne sont pas révélés sûrs et efficaces selon plusieurs études et peuvent être même dangereux. Donc il y a des références qui ont montré la dangerosité de ces plantes. Alors en conclusion, l'usage des plantes par les sportifs est une réalité. Il est donc nécessaire de les protéger contre les éventuels risques liés au danger des plantes, mais aussi au risque de consommer des produits dopants à leur insu. Ceci peut se faire grâce à l'identification des plantes à risque au Maroc, l'éducation et la sensibilisation des sportifs, notamment en utilisant les réseaux sociaux, et une réglementation des compléments alimentaires par l'instauration d'un système pour l'enregistrement des plantes circulant au Maroc et la mise en place d'un registre national de plantes au Maroc. Et merci. Merci Madame Ranem pour cette belle présentation et cette belle perspective. On va prendre quelques questions avant d'enchaîner avec la prochaine session. Avez-vous des questions pour les orateurs de cette deuxième session sur le dopage? Je vois notre collègue Ahmed qui sourit. Vous voulez poser une question? Merci beaucoup, cher ami. Encore une fois, merci à tous les orateurs. C'était vraiment extraordinaire, c'était très clair. On a suivi avec beaucoup d'attention. Et puis, moi, je reviens vers toi, Pascal, parce que lorsque tu proposes au fait des produits à seuil, moi, j'ai en mémoire, le cannabis, il est à seuil aujourd'hui. Le THC, il est à seuil aujourd'hui. Et puis, si j'ai une bonne mémoire, il est à 145 nanogrammes par millilitre. Mais 150. 180. Oui, exactement, ce qui est énorme. Mais maintenant, lorsqu'on reçoit des résultats positifs par rapport au cannabis, tu sais qu'aujourd'hui, le cannabis, il est autorisé en compétition, interdit en compétition. Maintenant, il y a des sportifs qui viennent vous voir, ils vous disent que moi, je consommais il y a 2 jours avant. Et vous lui demandez si vous êtes un consommateur chronique ou bien un consommateur occasionnel. Lui, c'est un consommateur chronique. Mais il ne dit jamais que c'est un consommateur chronique aussi. Il va dire tout simplement que c'est un consommateur occasionnel. Ou même, il peut dire qu'il a consommé la veille, mais il n'a pas du tout consommé le jour de la compétition. Et on a beaucoup de mal à faire des corrélations au fait entre la concentration positive et puis les déclarations, comment faire pour ces déclarations. Et puis je reviens aussi à ma deuxième question, c'est la consommation intentionnelle, non intentionnelle.
la faute, comment graduer la faute, si elle est grave, s'il y a une négligence, etc., etc. Tout cela nous met aussi dans le doute par rapport aux sanctions sur lesquelles on va se prononcer. Maintenant, je voudrais avoir ton avis par rapport au seuil pour le cannabis. Et puis je pense que si on veut installer des molécules à seuil, il faudrait que les scientifiques s'associent à la main et provoquent des réunions de ce type pour pouvoir discuter, communiquer autour de ça, parce que pas mal de sportifs aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de payer les avocats, ils n'ont pas les moyens d'aller en appel et ils sont positifs par contamination. Merci. Alors, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre rapidement. 180 nanos de carboxyde THC, on est déjà haut. C'est une concentration élevée. Globalement, ce seuil a été choisi d'abord en accord avec toute une série d'instances comme la NIDA américaine, la SAMHSA et ce genre de choses, pour justement garantir la notion de consommation la veille de l'événement, hein, puisqu'en fait le cannabis n'est interdit qu'en compétition, et il faut montrer qu'il n'a plus été consommé à partir de 23h59. Donc le 180 ne me gêne pas particulièrement parce qu'il semble correspondre à ce qu'on sait un petit peu en médecine légale. Ensuite, il y a la notion de seuil. Il y a deux notions de seuil. Celle du cannabis, elle est liée à un problème de consommation et de savoir est-ce que ça correspond à justement la veille ou pas. De dire pour des produits contaminés, soit par la viande, la boldénone, la trenbolone ou ce genre de choses, le clenbutérol et tout ça, le fait d'implémenter des seuils, ce sont des seuils analytiques, c'est-à-dire quelque chose qui veut dire qui a une signification analytique. Le côté 4 picots me gêne parce que ça ne veut plus rien dire. Parce que ça peut être n'importe quoi, ça peut venir du laboratoire, ça peut venir d'un environnement, ça peut venir... Voilà, donc il y a cette notion très très compliquée. Quant à l'intentionnalité, il n'y a aucun test biologique qui permet de démontrer si ce qui est retrouvé dans des urines est intentionnel ou pas. Là, et c'est vraiment le cœur du problème, c'est cette inégalité entre les sportifs. Celui qui aura un avocat qui a l'habitude de se bagarrer dans le cadre de la contamination, qui va régulièrement au TAS ou qui conteste ce genre de choses, il connaît la démarche, il sait comment rédiger son rapport, il sait comment le préparer. Donc en fait, ça va au-delà même du conseil, de la prévention et ce genre de choses. Et tu as entièrement raison en disant il y a une inégalité flagrante entre certains sportifs, et je dois dire que parfois j'ai des avocats, mais à part prendre l'argent du sportif, ils n'ont pas apporté grand-chose. Merci Pascal pour cette réponse très détaillée. Afin de permettre à la prochaine session de commencer tout de suite, je vous propose qu'on close justement cette session. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence et pour ces débats très riches. Je vous propose, si vous avez des questions, de les poser directement aux orateurs lors des pauses. Merci encore. Pour la session des intoxications par les plantes, sans trop tarder, on va inviter Mme Fatem Zahra El Oumari, qui nous vient de l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques, pour représenter comment l'agence participe et essaie d'élaborer des formules efficientes et sécuritaires des plantes. Merci Mme Fatem Zahra.
Alors, merci Madame Hasna. Alors, j'ai le plaisir de présenter l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques du Maroc sous le titre d'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques, élaboration de formules efficientes et sécuritaires. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors, l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques, comme vous savez, elle occupe une position cruciale dans la recherche scientifique, dans le développement et l'innovation, tout ce qui est innovant en relation avec les plantes médicinales et aromatiques. Alors, l'Agence nationale possède 7,5 hectares du jardin expérimental, dont on a plus de 3000 mètres carrés, bien sûr, qui est couverte de plantes, avec deux serres avec une capacité de production de 209 000 boutures par an. Pour l'infrastructure de l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques, donc, elle est composée d'un hall technologique qui contient plusieurs plateformes, tout ce qui est distillation, extraction, formulation, etc. Donc, et bien sûr des laboratoires de recherche, de pharmacologie, de toxicologie, microbiologie, etc. Donc toute cette infrastructure est divisée en 3 plateformes techniques mutualisées. Il y a la plateforme technique mutualisée matières premières et extraction. Il y a la plateforme technique mutualisée compléments alimentaires et produits cosmétiques. Et la plateforme de safety et contrôle qualité. Alors, parmi les missions de l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques, c'est la recherche scientifique et le développement de la filière des PAM, donc tout ce qui est en relation avec les plantes médicinales et aromatiques, et bien sûr les prestations de services. Il y a également la participation à la création ou bien l'actualisation d'un guide de référence pour les PAM et le développement des compléments alimentaires innovants. Alors, pour le développement des compléments alimentaires innovants, il y a des collaborations avec des collaborateurs pour répondre, bien sûr, aux besoins du marché et, bien sûr, les tendances de consommation. Il y a également la fabrication des produits sur mesure, comme je viens de dire, tout ce qui est en relation avec le complément alimentaire, donc avec des collaborateurs pour produire des compléments alimentaires qui répondent bien sûr aux besoins et spécifications des collaborateurs, qui sont généralement de l'industrie. Il y a également le contrôle qualité et la sécurité alimentaire, l'innovation et durabilité. Alors, pour développer les compléments alimentaires ou bien les produits cosmétiques, donc généralement, on commence par la sélection des plantes qui ont en effet un tel effet pharmacologique. Et bien sûr, l'analyse de la composition phytochimique pour voir quels sont les composés qui sont présents dans ces plantes. Et l'étude de l'efficacité donc biologique in vivo et in vitro. Et par la suite, on peut passer vers l'étude de la toxicité in vitro et la toxicité in vivo aiguë, subaiguë et chronique. Donc, après l'étude de l'efficacité, il y a donc tous les produits subis un contrôle qualité, soit de la matière première, ou bien les plantes qui sont sèches, donc il y a un contrôle qualité, et puis le contrôle qualité des produits formulés, avant de passer vers l'étude de l'efficacité et de la toxicité. Alors pour l'étude de l'efficacité, donc généralement on commence par l'isolement, purification des principes actifs, examination d'un tel effet pharmacologique, soit d'un composé individuel ou bien des composés qui sont combinés, ou bien généralement on travaille sur des plantes en combinaison, c'est-à-dire des formulations. Et si les formules sont validées comme efficaces, donc on peut passer vers la toxicité. Et après la validation donc, de l'innocuité de la formule, on passe vers l'étude des mécanismes d'action des principes actifs. Alors l'étude des mécanismes d'action, généralement on fait des collaborations. Maintenant on a une collaboration avec l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale avec l'Université de Tours. Et une fois on étudie les mécanismes d'action, on passe vers le développement de produits finis, avant de passer bien sûr vers diversifier la commercialisation des produits issus des PAM. Alors pour l'étude de l'efficacité, on travaille sur plusieurs aspects pharmacologiques.
Parmi ces activités, il y a l'activité anxiolytique, l'activité hypnotique, donc tout ce qui est en relation avec la neuropharmacologie, l'étude de l'activité anti-inflammatoire, cardiotonique, etc. Alors, par la suite, on passe vers l'étude de l'innocuité ou bien la toxicité, qui se base généralement sur l'étude de la toxicité in vitro, sur des cultures cellulaires, donc la cytotoxicité, et également l'étude de la toxicité in vivo, tout ce qui est toxicité aiguë, subaiguë, etc. Alors ici, je vais vous donner un exemple de l'activité hypnotique, c'est l'étude d'un cas d'une activité hypnotique. Et je vais vous montrer le circulaire du complément alimentaire qu'on suit pour toutes les activités pharmacologiques. Donc, pour le circulaire du complément alimentaire, il faut bien sûr avoir plusieurs informations avant de commencer. C'est tout d'abord la dénomination du produit, c'est-à-dire il doit porter un nom qui est unique. Composition du produit, c'est-à-dire la composition phytochimique, donc les pourcentages en poids et le volume de chaque ingrédient, les méthodes d'extraction, méthodes de préparation des ingrédients, etc. Il y a également la forme pharmaceutique du produit, c'est-à-dire est-ce qu'il est solide, liquide, semi-liquide, gazeux. Comme vous savez, il y a des produits cosmétiques qui sont sous forme de crème, par exemple. Il y a des médicaments actuellement qui sont sous forme de spray. Donc, il faut indiquer donc, la forme pharmaceutique. La posologie du produit, donc tout ce qui est en relation avec la dose, la fréquence de prise, la durée de traitement. Et le contre-indication du produit, c'est-à-dire il faut déterminer quelles sont les populations qui doivent éviter de prendre le produit. Et les indications thérapeutiques, donc tout ce qui est en relation avec les preuves scientifiques. Donc, quelles sont les preuves scientifiques sur lesquelles on a basé ce produit? Les effets indésirables du produit. Donc, on doit indiquer, bien sûr, de manière claire et concise quels sont les effets indésirables. Et ça, c'est bien sûr, c'est fondé sur des données qui sont cliniques, donc des études cliniques. Et les précautions d'emploi, donc il faut indiquer les conditions d'utilisation, les risques associés à la prise de ce produit, etc. Et d'ailleurs, en suivant bien sûr ce circulaire, il y a également les conditions de conservation, c'est-à-dire la température de conservation, la durée, les conditions d'entreposage du produit. Alors, en suivant bien sûr ce circulaire, on a reçu un agrément dans le premier complément alimentaire par l'ANSA, c'est l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Maintenant, on passe vers l'étude de cas de l'activité hypnotique ou bien l'activité sédative. Alors, dans ce test, on se base sur deux méthodes. C'est la méthode en utilisant le Rotarod test et également l'open field. Alors, pour le Rotarod test, c'est un test qui nous permet de déterminer l'effet de ce produit sur la performance physique et également sur la fatigue. La fatigue après la prise de ce produit. Il y a également l'open field, c'est le même principe. Et on utilise en tant que contrôle positif l'évomépromazine. L'évomépromazine, c'est un médicament qui est connu par un effet puissant sédatif, donc on l'utilise en tant que contrôle positif. Alors, pour les résultats de l'un de nos formules, pour l'open field, on a le paramètre de nombre de carreaux traversés. Donc, si on compare l'effet de notre formule avec l'évomépromazine, il n'y a pas de différence significative entre l'efficacité de l'évomépromazine et la formule basée sur les plantes médicinales. Alors, pour le test Rotarod, les résultats ont montré que les plantes médicinales aromatiques, elles ont vraiment un effet important et très significatif par rapport à l'évomépromazine en termes de temps passé sur le Rotarod, en termes de l'induction de la fatigue. Alors voilà, merci de votre attention. Université Mohamed El Khamis, Maroc. Marhaba.
Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie beaucoup le comité d'organisation et à sa tête, Madame le professeur Sana Ashor, qui a aimablement accepté que je participe à ce congrès. Bien sûr, c'est toujours un plaisir d'être à Fès, ma ville d'origine. Et bien évidemment, c'est toujours un plaisir de rencontrer surtout mes anciens collègues et amis aujourd'hui, dont professeur Dr Ghalem, Dr Amina Bouali et tabarakallah, tous mes collègues et amis. C'est toujours un plaisir de les rencontrer. Alors ma participation aujourd'hui va concerner les effets indésirables et toxicités, mais des top 3 des plantes médicinales qui sont utilisées chez le patient diabétique de la région de Rabat, Salé, Kénitran. Bien sûr, je vais suivre un plan de la structure IMRAD, le plus usuel, et je commencerai par dire qu'aujourd'hui, le diabète constitue un défi majeur et c'est une maladie chronique en constante progression. On va voir ensemble cela, que ce soit sur le plan international, à l'échelle mondiale. 537 millions de personnes ont été touchées en 2021, si on les compare à 422 millions touchés en 2014 et 108 millions touchés en 1980. Alors, qu'est-ce qu'il en est au Maroc? Eh bien, au Maroc, pareil, c'est en constante progression. En 2020, 1 735 500 adultes marocains sont atteints de diabète, avec une prévalence de 7,4, qui a augmenté en 2022 à une prévalence de 12,4. Bien sûr, aujourd'hui, il y a on attend à ce que d'ici le 2023, le diabète constituera une cause de mortalité importante et d'où cette pathologie chronique reste au centre des préoccupations de santé publique, nécessitant une attention particulière, particulièrement pour sa gestion, mais également par son traitement que je vais essayer de discuter. Alors, par ailleurs, qu'est-ce qu'il en est des plantes médicinales et aromatiques? Alors, les 3 dernières décennies ont vu une forte augmentation et un engouement pour l'utilisation des plantes médicinales qui, en effet, offrent des composés bioactifs prometteurs pour la gestion du diabète. Aujourd'hui, cliniquement et sur le plan essai clinique, beaucoup de plantes médicinales ont montré un effet prometteur sur le diabète, essentiellement chez l'adulte, le diabète type 2. Mais l'efficacité et la sécurité de l'utilisation de ces plantes restent jusqu'à aujourd'hui peu investiguées et on va essayer de voir justement pourquoi. Alors déjà, par rapport aux plantes médicinales, il y a toujours cet aspect que ces plantes ou ces produits de santé sont perçus, mais de façon erronée et à tort, comme étant des produits safe parce que naturels. Il y a une croyance commune en l'innocuité de ces plantes médicinales, mais en réalité, ça peut poser des risques, voire des risques majeurs, non seulement par la plante elle-même, mais également quand on l'associe à un médicament, et donc l'effet indésirable peut provenir de cette association. Et donc, comme j'ai dit, il en découle des effets indésirables, soit de la plante, pas essentiellement ou forcément parce que la plante est toxique, mais parfois suite à l'usage irrationnel de la plante, ou alors quand c'est l'effet de l'association avec un médicament ou avec un aliment aussi. Alors l'objectif de ce travail, au fait, c'est un travail qui s'est déroulé dans le cadre d'un grand projet avec l'université Mohammed V et la faculté des sciences, mon département de biologie, mais ici, comme j'ai un temps limité de présentation, je ne vais présenter qu'une toute petite partie des résultats de ce projet, dont l'objectif est d'étudier la prévalence des effets indésirables liés à l'utilisation des plantes médicinales chez les patients diabétiques de la région de Rabat, Salé, Kénitran, et d'identifier des interactions plantes-médicaments conventionnels antidiabétiques. Alors, au fait,
Dans un premier temps, nous avons procédé à une étude ethnobotanique des plantes médicinales utilisées par les patients diabétiques de différents établissements. Nous ne nous sommes pas contentés aux hôpitaux, mais les différents établissements de santé de la région de Rabat, Salé, Kénitra. Et nous avons réalisé nos enquêtes au niveau de Rabat, au niveau de la ville de Salé, au niveau de Kénitra, au niveau de Khémisset. On n'a pas fait Sidi Slimane et Sidi Qassem tout simplement parce qu'il y avait eu le Covid et on était obligé d'arrêter et de se contenter à ces 5 villes, Kénitra, Khémisset, Salé, Rabat et Temara. Alors, l'enquête ethnobotanique s'est réalisée au centre hospitalier universitaire, le Grand Ibn Sina, aujourd'hui complètement détruit pour laisser place à un nouveau. Le centre de santé Hay Salem à Salé, l'association Rabat Salé aide aux diabétiques de Salé, le centre hospitalier provincial Idrissi de Qnetra, le centre de santé urbain Moulay El Hassan à Qnetra, le centre hospitalier provincial de Khémisset, qui est un grand centre aussi, le centre de santé urbain de Hay Salem, et c'est là où les enquêtes ethnobotaniques ont été réalisées. Bien sûr, on s'est intéressé aux données sociodémographiques du patient, les antécédents médicaux, le traitement utilisé à base de plantes et les effets indésirables ou éventuellement les interactions entre plantes et médicaments. Cette étude, comme ça a été fait dans le cadre d'un projet, et comme pour en tirer des données et pouvoir les publier dans des revues à haut impact facteur, nous avons passé par une commission d'éthique pour avoir l'autorisation de conduire cette étude. Et nous sommes passés par le comité d'éthique pour la recherche biomédicale de la faculté de médecine pharmacie de Rabat. Et ce comité, il est inscrit auprès de l'Observatoire mondial de l'éthique, qui est l'UNESCO. Et pour ce projet, et au terme de la délibération d'éthique, nous avons eu un avis favorable parce que le projet répondait aux conditions satisfaisantes de validité, une pertinence scientifique, un intérêt de la recherche, une pertinence d'éthique, les conditions satisfaisantes de protection des patients, une interligibilité de la note d'information et conformité des modalités de recueil de consentement. En plus de cela, nous avons eu l'autorisation de tous les chefs de service des hôpitaux et des structures sanitaires qui nous ont autorisés à mener ces enquêtes. L'identification botanique des plantes qui concernées par l'étude ont été réalisées au niveau de mon laboratoire, le laboratoire de botanique de valorisation de ressources naturelles à la faculté des sciences. Nous avons également utilisé la base de données de l'Organisation européenne méditerranéenne de la protection des plantes et nous avons attribué des codes à chacune des plantes concernées. Également, pour l'imputabilité de cas des effets indésirables, nous avons utilisé la méthode de l'OMS pour l'imputabilité des cas et nous avons également utilisé la terminologie et classification des événements indésirables. Mais avant ça, nous avons essayé d'en choisir entre MEDRA et l'OMS et RT et nous avons constaté et nous avons retenu MEDRA qui s'est révélée beaucoup plus exhaustive que celle de l'OMS. Et donc, les événements indésirables ont été classés selon 3 niveaux de la hiérarchie MEDRA, par SOC, par Preferred Terms et par Low Level Terms. L'essentiel des résultats obtenus uniquement pour ce petit paragraphe ou volet du projet est donc parmi les 2535 patients diabétiques, la moitié, plus 82% ont accepté à participer à l'enquête, ce qui est un chiffre très très important. Et ça encourage justement à impliquer le patient dans ce type d'études biomédicales. Et que parmi ceux qui ont accepté de participer à l'étude, presque 50%, 49% utilisent les plantes médicinales, une fréquence assez importante. C'est-à-dire que nous avons un patient sur 2 qui utilise les plantes. Et ça, c'est très important à retenir. C'est une réalité marocaine où vraiment un patient sur 2 diabétiques utilise les plantes, avec une fréquence de 49,14%. Et parmi ceux qui utilisent les plantes, 15%, 15,22%
ont présenté des effets indésirables. C'est ce qui nous amène à avoir une prévalence des effets indésirables de 15,22%, qui est un chiffre assez important, avec 30 effets indésirables qui vont de troubles digestifs jusqu'au coma hypoglycémique. Alors, parmi les plantes qui ont conduit à des effets indésirables, nous avons trouvé 27 plantes médicinales qui appartiennent à 15 familles botaniques. Les plus représentées, c'est les Lamiacées et les Amarylidacées. Et bizarrement, depuis qu'on a commencé à travailler sur le sujet, la famille des Lamiacées, elle ressort à chaque fois. Et donc, elle mérite à elle-même d'investigations beaucoup plus poussées pour comprendre pourquoi, certainement en relation avec la composition chimique. Et les plantes médicinales, comme j'ai la contrainte temps à présenter ce petit travail, je me suis contentée aux plantes les plus utilisées, à savoir Olea europea, le fenugrec, Trigonella phoenum graecum et l'Allium cepa. Ici, nous avons les trois plantes avec les effets indésirables rencontrés, mais surtout avec les interactions plantes-médicaments. Alors, quand on dit interaction plantes-médicaments, c'est la première fois au Maroc où nous avons identifié des cas réels après imputabilité de cas d'interaction entre produits, entre médicaments antidiabétiques, que ce soit des antidiabétiques oraux ou de l'insuline, avec des plantes médicinales. Et donc, le lien de causalité de ces événements indésirables et de ces interactions, nous avons, comme j'ai dit, utilisé la méthode EOMS et nous avons trouvé que dans 67,66% c'était possible et 22%, un chiffre important, était probable. Et donc, en jargon de phytovigilance probable, la relation de cause à effet, elle est directe et est claire. 22% et 10%, ils étaient improbables, et que de ces événements indésirables collectés, 89,82 ont été bien des effets indésirables. Alors, par rapport aux déclarations aux médecins à notification des effets indésirables, seuls 14% des patients ont informé leur médecin endocrinologue de la survenue des effets indésirables. Et malheureusement, 85 voire 86% ne l'ont pas fait. Ceux-ci ont raison parce qu'ils jugent que le médecin ne pose pas de questions à ce sujet, ou alors ils ont jugé non nécessaire l'information du médecin, ou encore en relation avec des craintes de la réaction du médecin, parce qu'ils disent que le médecin en général, il n'aime pas quand on lui dit qu'on utilise des plantes en association avec des médicaments. Donc pour éviter cette remarque, ils ne le disent pas à leur endocrinologue. Et c'est là où il y a un souci, parce que si le médecin, le professionnel de santé n'est pas au courant que le malade prend la plante, il ne peut pas attribuer les effets indésirables observés à l'utilisation des plantes. Et d'où nous avons remarqué d'après les patients, qu'aucun effet indésirable n'a été notifié au Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc. Pourquoi je l'ai écrit en rouge? Pour que ça attire déjà mon attention, pour s'arrêter là pour deux choses. D'abord pour la sensibilisation de la sous-notification qui reste accrue et continue à l'être de par le monde, ce n'est pas une spécialité marocaine, que le fait que le patient ne dit pas à son professionnel de santé à propos de ces effets indésirables, et donc le professionnel de santé risque de ne pas le faire, mais aussi j'attire votre attention sur la notification active. Et donc cette notification active peut être favorable pour avoir plus d'effets indésirables, mais également dans le cadre d'une collaboration entre les institutions de toxico-pharmacovigilance et les académiciens ou les universitaires plutôt, ou les institutions de recherche. Et donc en discussion, les plantes les plus utilisées, comme on a remarqué, comme si je prends les top 5, Olea europea, la Trigonella, le fenugrec, l'oignon, Salvia officinalis, la sauge et l'origan.
Alors, une autre étude marocaine a été réalisée dans le sud du Maroc et ils ont trouvé que les top 5, c'était Allium sativum, c'est l'ail, Salvia officinalis, Marubium vulgare et Lavandula dentata. Et donc ça nous attire notre attention sur les régions. Contrairement aux médicaments, par rapport aux plantes, il y a une variation d'utilisation par la population des plantes en fonction des régions pour traiter le diabète. C'est très important, une importance de considérer le contexte régional ainsi que les savoirs locaux dans les études pratiques médicinales et traditionnelles pour la gestion de toute pathologie, mais également, comme la suite de ce projet, ça va faire l'objet des études cliniques, avec des essais cliniques, il faut qu'on tienne compte justement de cette spécificité de la région, mais également de la collaboration entre les différentes institutions. Et donc, comme on a vu, la prévalence des effets indésirables était de 15%, qui reste assez élevé. Et donc, on a un souci avec les effets indésirables. Et on va discuter les 3 plantes que nous avons choisies pour en parler aujourd'hui. Alors, pour l'Olea europea, ou Raqzitun, c'est les feuilles de l'olivier. L'oléropéine, en tant que composé phénolique, est un principal de la feuille d'olivier, a déjà démontré sa capacité sur le plan clinique de réduire la glycémie. Et donc, justement, par rapport à des données cliniques, l'extrait de feuille d'olivier contre le diabète, cependant, il y a des effets indésirables, comme pour les médicaments, des effets indésirables qui vont vers comme douleur gastro-intestinale, hypertension, hypoglycémie et nausée. Et donc, une attention particulière lors de l'utilisation de les feuilles d'olivier doit être prise en considération, notamment pour des utilisations qui durent dans le temps. On a vu même des patients qui nous disent qu'ils prennent les plantes de façon régulière et pendant des années et des années. Il y avait celui qui a marqué le plus, c'était plus de 15 ans. Et donc, je disais, quand ça dure et avec des doses importantes. Sur le plan littérature, on a trouvé, et il y a une seule étude qui parle de cela, l'étude se passe chez l'animal, en expérimentation animale, qu'ils ont trouvé que l'extrait des feuilles à 0,9% induit une diminution significative du nombre de globules rouges, de l'hémoglobine, du volume des cellules concentrées, et le foie et les reins ont montré des altérations histologiques sous forme de vacuolisation cytoplasmique graisseuse et de nécrose des hépatocytes. Et également, une légère hémorragie rénale a été enregistrée en expérimentation animale. Selon une étude récente portant sur l'effet de l'extrait des feuilles d'olivier sur la maladie respiratoire supérieure chez les athlètes du seconde, il y avait 5 participants sur 32 ont montré des effets indésirables en relation avec les feuilles de l'olivier. 4 ont pris l'extrait de feuilles d'olivier à une dose équivalente de 20 grammes de feuilles. 3 ont présenté des maux d'estomac et des maux de tête. Et un participant a rapporté une éruption cutanée et de l'acné. On passe à la deuxième plante, le fenugrec. Le 4-hydroxy-isoleucine, qui est un acide aminé présent dans les graines de fenugrec, a montré sa capacité à stimuler la sécrétion d'insuline dans le pancréas. Et donc, même on est allé jusqu'au top 10, les 10 premières plantes les plus fréquentes d'utilisation par le patient de la région de Rabat-Salé-Kénitra, sur le plan clinique chez l'homme, ils ont montré et démontré leur effet antidiabétique. Et donc, ils sont prometteurs. C'est pour ça qu'ils étaient intéressants de les étudier, mais par rapport à d'autres volets. On a commencé par le volet effets indésirables et interaction pour passer à la pratique, au fondamental, et rechercher d'autres effets. Et donc l'administration des graines moulues du fenugrec a un remarquable effet sur l'amélioration du métabolisme des lipides des patients diabétiques de type 2, sans effet indésirable, et que cette plante pourrait, ce n'est pas encore démontré, de constituer, bien sûr, une nouvelle alternative pour la gestion clinique du diabète type 2. Également, dans notre étude, nous avons relevé que le fenugrec présente des effets indésirables, au-delà des odeurs désagréables de la peau, une hypoglycémie, mais en association avec du traitement conventionnel hypoglycémiant,
C'est là où nous avons remarqué le coma hypoglycémiant. C'est confirmé par des études cliniques. Par rapport aux Marocains, beaucoup l'utilisent pour stimuler l'appétit et pour un gain pondéral. Là, les données sont controverses. Il y a des études qui confirment cela. Il y a d'autres études qui refutent que le fenugrec augmente le poids et stimule l'appétit. Les effets toxiques aigus et subaigus de l'extrait des graines du fenugrec ont été étudiés sur le plan expérimental et l'administration répétée de l'extrait a entraîné une prise de poids significative avec un P inférieur à 0,05 et les examens macroscopiques et histologiques des organes les plus nobles et les plus vitaux ont montré notamment le foie, une stéatose et une augmentation des noyaux des hépatocytes. La consommation de graines fenugrec pendant la grossesse a été associée à diverses malformations congénitales telles l'hydrocéphalie, l'anencéphalie et le spina bifida. Quant aux effets indésirables, la FDA, le Food and Drug Administration, récemment et en 2023, a parlé d'innocuité à des doses plus élevées restent incertaines, alors que le fenugrec constitue un aliment à part entière dans beaucoup de pays. Et que des essais cliniques préliminaires chez l'homme ont montré que la consommation de graines fenugrec peut potentiellement entraîner des effets indésirables sur le plan clinique, notamment des réactions allergiques aux graines après ingestion et inhalation ont été rapportées, de la rhinorrhée à la respiration sifflante jusqu'au œdème de Quick. Des troubles également gastro-intestinaux de type douleur abdominale, dyspepsie, flatulence ou diarrhée peuvent également subvenir avec le fenugrec. Et je passe à la troisième et dernière plante, l'Allium cepa ou l'oignon. L'utilisation de cette plante sont très soutenues par des données cliniques que le bulbe d'oignon a des effets anti-obésité et hypoglycémiques. La pharmacologie clinique montre que lors de l'évaluation de l'activité hypoglycémiante de l'oignon chez des patients diabétiques, et donc c'est une étude clinique de type 1 et de type 2, l'ingestion du bulbe d'oignon brut à 100 grammes a entraîné une réduction considérable de la glycémie à jeun d'environ 29 mg par décilitre par rapport à l'insuline chez les patients diabétiques de type 2. Également, l'ingestion du bulbe d'oignon a également réduit la glycémie à jeun de 40 mg décilitre par rapport au médicament conventionnel antidiabétique, le glibenclamide, chez les patients diabétiques de type 2. Par rapport aux effets indésirables, des réactions allergiques, rhinoconjonctivite, des dermatites de contact, des troubles gastro-intestinaux, essentiellement. Et tout comme les interactions médicaments-médicaments, il y a les interactions plantes-médicaments qui reposent sur les mécanismes pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. Et j'ai choisi de vous présenter un exemple de ces interactions, c'est celui du fenugrec avec l'insuline. Et le patient, il y en avait 3, il n'y avait pas que 1, il y avait 3 qui ont présenté un coma hypoglycémique. Parce que justement, là, on peut l'expliquer par un phénomène pharmacodynamique où il y a un effet additif et donc potentialisation de l'effet hypoglycémiant. En raison de son effet sur la glycémie, et donc les patients diabétiques qui veulent prendre le fenugrec pour traiter leur diabète, ils doivent être sous contrôle médical et surveillance médicale. Malheureusement, le patient, on a vu ensemble qu'il n'avertit pas son endocrinologue par rapport à cela. En conclusion et pour finir, je dirais que la diversité étendue des plantes médicinales employées et conjuguées à leur fréquence d'utilisation souligne le rôle important que joue le plante. C'est une réalité. Et nous avons vu, lors du Covid, il y a eu énormément d'essais cliniques sur l'utilisation des plantes à des fins antivirales. Moi-même, j'en ai participé à un niveau international à cela, et donc ils ont beaucoup d'avenir devant eux. Que l'étude de prévalence a mis en lumière l'étendue des risques associés, malheureusement, pas à ces plantes, mais à l'usage irrationnel de ces plantes. Et que la première fois au Maroc où des cas d'interaction concrets, réels, ont été décrits entre les plantes médicinales et les médicaments conventionnels
en l'occurrence les antidiabétiques, que ce soit insuline ou antidiabétiques oraux. Également, et pour finir, je dirais que les propriétés thérapeutiques, même en cas où les propriétés thérapeutiques sont confirmées, tels des cas dans notre étude, attention à la toxicité, aux effets indésirables, aux interactions. Et pour finir, je dirais que la notification des cas de toxicité et des effets indésirables aux institutions de toxico- et pharmacovigilance reste très importante. Et par rapport au fait que les patients ne mentionnent pas à leur médecin cet usage, la notification active à travers les études, elle est importante. Et cela, une collaboration avec le secteur universitaire et les institutions de recherche reste recommandée. Avec ça, je vous remercie et je vous laisse admirer deux belles images de la ville de Rabat, celle avec la tour Mohamed VI et l'autre avec le nouveau théâtre de Rabat. Je vous remercie. Donc, on vous remercie, Dr Skli, pour la qualité de votre présentation et peut-être lors d'autres rencontres, on aura l'opportunité de voir d'autres résultats. Merci beaucoup. Donc, lors de la première journée du congrès, on avait l'opportunité de voir le profil des intoxications par les plantes à Fès et au Maroc. Donc, aujourd'hui, on va voir si en Tunisie, ils ont le même profil des intoxications par les plantes. Et ceci avec professeur Nouzha Brahmi, qui est la directrice générale du Centre antipoison de Tunis, chef de service des soins intensifs toxicologiques et professeur en médecine à la faculté de médecine de Tunis. C'est bon. À vous la parole. Merci beaucoup, je suis très ravie d'être parmi vous. Merci, un grand merci aux organisateurs de m'avoir accordé cette occasion d'être au Maroc, spécialement à Fès. Très contente aussi de partager avec tout ce partage donc d'expériences et toutes ces interventions très enrichissantes et j'espère que nous continuons à travailler ensemble pour partager nos expériences. Donc l'intoxication aux plantes, c'est vrai que l'intoxication aux plantes n'est pas très fréquente ou elle est sous-estimée dans la région du Nord d'Afrique. L'intoxication, comme vous venez de le dire, elle est rarement signalée par les utilisateurs et leurs entourages. Toutes les plantes peuvent avoir des composés chimiques responsables d'effets indésirables et la manifestation clinique va dépendre de la quantité et de la dose du métabolite actif qui est ingéré. Comme on l'avait bien mentionné, que toutes les parties de la plante peuvent être toxiques. Eh bien, les métabolites actifs les plus fréquemment responsables de la toxicité, les hétérosides comme effets cardiotoxiques, comme le laurier rose qui est très fréquent en Tunisie, et les digitalines pourprées, il y a les alcaloïdes belladone, datura jusqu'à noir, il y a les glycopeptides comme les ricin qui est très très fréquent en Tunisie. Donc voilà, c'est les métabolites actifs qui seront responsables de la majorité des signes de l'intoxication. Eh bien, au nord d'Afrique et spécialement en Tunisie, c'est la situation géographique et le bioclimat méditerranéen qui sont à l'origine d'un développement d'une flore très diversifiée. Et vous voyez avec moi une étude botanique donc, qui a été réalisée au laboratoire de la faculté de sciences Université Tunis-Matar, une différente d'espèces dans différentes régions de la Tunisie. Et on voit en fonction de la localisation et de la région, il y a certaines espèces qui prédominent. L'intoxication, c'est vrai que n'est pas très fréquente, mais lorsqu'elle ramène en réanimation, elle peut être très grave, elle peut être responsable de plusieurs mortalités. En Tunisie et dans le centre, c'est un centre qui est spécialisé en toxico, là où je travaille depuis pratiquement 30 ans. Elle représente 0,5% de l'ensemble des intoxications aux urgences et 2% des appels téléphoniques reçus en centre antipoison de Tunis.
Les circonstances, c'est vrai que les circonstances, on peut l'avoir par ingestion. Par ingestion, dans la majorité des cas, il s'agit d'intoxication accidentelle, surtout chez les jeunes et les sujets âgés, par confusion avec un autre produit, en rapport avec la médecine traditionnelle, justement, à la recherche d'un effet bénéfique pour le traitement de l'HTA, du diabète. Elle peut être liée aussi à la recherche volontaire d'intoxication dans un but suicidaire ou à visée toxicomanogène et actuellement on l'utilise de plus en plus pour une soumission chimique chez les jeunes essentiellement et chez les sujets âgés. On peut être intoxiqué également par voie cutanée, donc on peut avoir des dermites de contact irritatifs. Le mécanisme, c'est un mécanisme non immunoallergique. On peut avoir deux types de mécanismes invoqués. C'est des mécanismes physiques par les épines ou des mécanismes chimiques comme la libération d'histamine et d'acétylcholine. Voilà, donc l'étude botanique est la première plante et la plus fréquente en Tunisie, qui est la plus souvent responsable d'intoxication, c'est le Datura stramonium. Toute la plante, elle est toxique, les graines, la racine, etc. Elle est utilisée donc dans la médecine traditionnelle pour ses effets antispasmodiques et effets sédatifs. Donc le tableau clinique, il est fait d'un syndrome anticholinergique, de l'agitation, des hallucinations, de l'HTA, midriase, convulsions, voire même coma. On a l'avantage d'avoir un laboratoire spécialisé avec des techniques très puissantes et souvent lorsque c'est le cas, nous pouvons identifier les principes actifs comme l'atropine et la scopolamine. Le traitement, il n'y a pas de traitement antidotique et le traitement reste purement symptomatique et dans les cas les plus graves, il s'agit bel et bien donc d'un recours à l'intubation, à la ventilation mécanique lorsqu'il s'agit d'un coma. La jusquiame noire également, toute la plante elle est toxique, elle est utilisée en médecine traditionnelle pour ses effets lactatifs, ses effets antidouleurs digestifs. Souvent donc, et dans la majorité des cas des intoxications qui sont reçues dans notre centre, c'est la confusion. C'est souvent des gens qui ne savent pas faire la part entre l'épinard, la blette, et souvent donc on utilise cette plante pour préparer un bon repas, le couscous tunisien, et après toute une famille est ramenée à l'hôpital parce qu'elle est très malade, parce qu'elle présente des signes cliniques. Donc le tableau clinique il est fait d'un syndrome anticholinergique également. Ce qu'on peut détecter aussi au niveau des urines, donc les principes actifs, c'est les alcaloïdes avec une concentration moins importante que par rapport au Datura stramonium. Également le traitement, c'est un traitement symptomatique. On a également le ricin qui existe au niveau de toute la Tunisie. Il est connu en médecine traditionnelle pour ses effets laxatifs. Donc, il peut être réutilisé par voie injectable ou par inhalation. Par voie orale, il faut savoir que par voie orale, une seule graine peut causer la mort. Les doses létales sont de 3 à 8 grammes. Donc, la symptomatologie clinique, c'est en général un tableau digestif et de douleurs abdominales, des épigastralgies, des nausées, des vomissements, des diarrhées, de la déshydratation. Et le décès survient dans un tableau d'état de choc et d'insuffisance rénale et hépatique. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, la poudre de ricine, elle est utilisée comme arme chimique et arme biologique, identifiée essentiellement aux États-Unis et en Allemagne. Donc, on peut également détecter la ricinine au niveau des urines grâce à la technique GCMS. Donc, également, le traitement est purement symptomatique et évacuateur. Le harmel, donc le harmel, il existe au niveau du centre de la Tunisie et du sud de la Tunisie. Il est connu pour ses effets antidiarrhéiques, traitement des maladies rhumatismales, des propriétés sédatives. Donc le tableau clinique, c'est un tableau clinique qui peut être très grave, des signes neurologiques, des signes cardiovasculaires, de la détresse respiratoire. Donc également, on peut identifier en chromatographie donc, les alcaloïdes au niveau des urines. La prise en charge est également purement symptomatique.
Le laurier rose, qui est très fréquent en Tunisie et qui couvre tout le pays, qui est connu pour ses effets abortifs et qui est connu également pour traiter les maladies rhumatismales et la goutte. Toute la plante est toxique, donc le tableau clinique, c'est un tableau qui fait de toxidante digitalique avec de la toxicité cardiaque. En analyse toxicologique également, on peut doser l'oléandrine par LCMS. Au niveau du laboratoire, malheureusement également, il n'y a pas d'antidote, mais on peut utiliser la prostigmine pour les formes très sévères. Nous avons également le lupin qui existe au niveau du nord de la Tunisie. Il est utilisé justement à visée thérapeutique pour régler le taux du cholestérol et de la glycémie, pour également traiter certaines maladies cardiovasculaires. Le tableau clinique, il est fait d'antioxydants anticholinergiques associés à des signes digestifs et cardiaques. On a également de quoi identifier la plante au niveau des urines grâce à la chromatographie en phase gazeuse avec spectrométrie de masse. Traitement également purement symptomatique. Il y a les graines de cerise qui existent au niveau du nord de la Tunisie, qui sont utilisées en médecine traditionnelle pour la diminution de l'inflammation de la vessie et qui est également utilisée pour le traitement de la goutte. Tableau clinique, c'est un tableau d'intoxication cyanhydrique avec un blocage au niveau de la chaîne de la mitochondrie, des douleurs abdominales, des vomissements, une asthénie, dyspnée, hypersudation. Également, on pourra identifier les métabolites au niveau des urines grâce au dosage précoce du thiosinate sanguin et urinaire. La prise en charge est également purement symptomatique. Le chardon à glu, j'ai vu qu'en Maroc, il est très fréquent, il continue à faire des ravages. Heureusement, en Tunisie, on l'avait durant les années 80-90. Je vais vous présenter une publication là-dessus. Mais actuellement, pratiquement, il a été éradiqué. Il était très fréquent en milieu pédiatrique, donc toxicité très très grave, atteinte hépatique sévère et des décès très importants. Également, l'analyse toxicologique par LCM, identification de la tyloside. Le traitement également, il est purement symptomatique et évacuateur lorsque les patients arrivent tôt donc à l'hôpital. Le camphre, je termine peut-être, non, il y a le camphre et le mandragore, existe au niveau du nord de la Tunisie. Dans le tableau clinique fait d'irritation des muqueuses, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, convulsions, agitation, confusion, avec même détresse respiratoire et neurologique. Donc au niveau de l'analyse toxicologique également, on pourra détecter les métabolites. Le traitement est purement symptomatique. Il y a le mandragore également qui existe au niveau du centre de la Tunisie et du nord de la Tunisie. Il est utilisé pour ses effets sédatifs avec des propriétés anti-inflammatoires. Un tableau clinique fait d'un toxidrame anticholinergique. Le dosage urinaire est possible des métabolites et le traitement, il est symptomatique. Il y a un antidote, je ne sais pas si on peut l'appeler réellement un antidote, mais on peut, dans les formes sévères, utiliser un inhibiteur réversible des cholinéstérases comme la phytostigmine. Je vais passer très rapidement pour vous montrer notre expérience. C'est vrai, les plantes, ce n'est pas très fréquent, mais lorsqu'elles sont en réanimation, c'est des aspects un peu particuliers. Les gens ne connaissent pas très très bien. Donc sur une série de 13 269, donc entre 2006 et 2024, nous avons recensé 62 cas d'intoxication par les plantes qui ont été hospitalisées en réanimation. C'était un âge moyen de 44 ans avec des extrêmes de 46-64 ans. La majorité des cas, c'était dans un but d'automédication. Les saisons, donc c'était le printemps bien évidemment parce qu'il y a la floraison. Les principales plantes incriminées, c'est le Datura straminium suivi par le ricin et jusquiam noir. Le traitement était symptomatique avec recours à la ventilation mécanique dans 6 cas, un traitement de l'insuffisance circulatoire avec recours au remplissage et de drogues vasoactives dans 15, respectivement 15 et 8 cas,
Et il y a eu un cas donc de camphre, malheureusement, c'était un sujet âgé de 83 ans qui est décédé dans un tableau de choc réfractaire. Il y a 3 séries du Camus depuis 1983 qui ont été publiées dans la littérature, mais vous voyez qu'il y a un changement du profil, même en Tunisie, il y a un changement du profil épidémiologique, puisque avec le chardon ingru, il était responsable pratiquement de 25% de toxicité avec un taux de mortalité très important. Actuellement, dans l'étude que je viens de présenter, 2006-2024, aucun cas d'intoxication par le chardon ingru n'a été recensé. Finalement, et pour conclure, l'intoxication par les plantes, elle est rare en Tunisie, donc c'est de l'automédication par peur des effets secondaires, l'indisponibilité des médicaments et la difficulté d'accès aux soins. Les cas graves nécessitent l'hospitalisation en réanimation, malheureusement il n'y a pas d'antidote, mais c'est le traitement symptomatique et le traitement évacuateur. Plusieurs plantes peuvent présenter une menace vitale pour la santé, telle que le laurier rose par sa toxicité cardiaque, le lupin par les risques convulsifs et les risques atropiniques comme le Datura stratunian, le Jusquiam. Et je finis par citer le cas d'un berger qui avait 80 ans, qui était dans la forêt avec ses animaux. Il y avait des jeunes qui lui avaient proposé une solution de thé, c'était une infusion de Datura straminium. Il a été ramené en réanimation en coma avec de l'HTA massive. Il a fait un AVC hémorragique avec l'inondation et il est décédé quelques heures après. Donc, j'attire l'attention sur la gravité de ces intoxications et le fait d'aller trop loin parce que les gens nient, ils ne veulent pas dire qu'ils ont pris des plantes ou quelque chose. Donc, il faut faire un interrogatoire, souvent policier, pour pouvoir, en fonction du toxidrame, détecter la présence d'une plante ingérée ou inhalée. Merci pour votre attention. Étant organisatrice du congrès, il est de mon devoir d'attirer votre attention que la carte il était tronquée, donc c'est une question de souveraineté. Je vous prie de bien vouloir la rectifier avant de la partager avec les membres assistants. Merci. Je m'excuse pour cet incident, je ne savais pas parce que sur mon ordinateur elle sort, excusez-moi, et je vais faire sauter cette diapositive. Je m'excuse encore une fois, excusez-moi. Voilà, il faut la rectifier, je vais la laisser rectifier, voilà. Ok, merci. Donc, avant de clôturer cette session, on donne la parole à l'audience si vous avez des questions sur les 3 interventions. Pas de questions? Vous êtes fatigué, vous voulez manger, donc... Et il y a une question? Donc, M. Pliman. Oui, moi je voudrais revenir au dernier exposé et je voudrais aussi avoir la réaction du CAPM du Maroc par rapport au classement dans les cas d'intoxication que vous avez présentés. Si je me souviens bien, vous aviez le Datura, vous aviez le Ricin et puis vous aviez la Jusquiam. Oui. Et par rapport à ce qui se passe chez nous au Maroc, je voudrais savoir, et puis je suis quand même étonné parce que vous avez présenté un travail je pense, d'une dizaine d'années, oui, qui n'est pas d'intoxication par le chardon ingru. Non. Exactement. Et puis je voudrais savoir de façon comparative par rapport aux plantes toxiques au Maroc, est-ce qu'on est dans la même tendance ou est-ce qu'il y aurait une différence? Merci. Pour le chardon inglu, c'était les années 80, les années 90, les années 2000. Après, il y avait une sensibilisation énorme parce que les enfants, il y avait un taux de mortalité très très important parce que le fait d'avoir une racine très sucrée, les enfants vraiment le prenaient pour des bonbons, etc. Ils le consommaient. Après, donc il y a eu une sensibilisation très importante et actuellement, même à l'hôpital d'enfants, même chez les enfants, il n'y a plus de cas qui sont recensés donc, par intoxication au chardon inglu. Voilà.
Donc, pour la deuxième partie de votre réponse, je vais répondre. Je pense qu'au Maroc, on continue d'avoir des cas d'intoxication par le chardon inclus, que ce soit des intoxications accidentelles chez les enfants ou bien suite à des usages à des fins thérapeutiques pour traiter des brûlures, pour tout usage. Donc, on continue à avoir des intoxications par le chardon inclus. D'autres questions? Alors, au fait, j'ai sorti notre article sur les intoxications alimentaires aux plantes, par les plantes, qui est diffusé qui est publié dans la revue Toxicologie Maroc. La première cause, c'est le ricin, suivi du chardon aglu, puis des mixtures de plantes, l'huile de cade, le harmel, Datura stramonium. Datura stramonium, elle est à la 5e ou la 6e position. Donc, nous n'avons pas les mêmes tendances, en fait. Mais il faut dire aussi que cette étude regroupe une série qui est importante. Par rapport à la vôtre, j'ai vu qu'il y avait seulement 62 cas de plantes en réanimation. Voilà, donc c'est les cas les plus graves. Pour nous, c'est tous les cas rassemblés, donc on ne peut pas vraiment comparer. Merci. Bonjour, donc moi je reviens par rapport à l'intoxication au ricin. Donc je sais très bien que je suis passée par le centre antipoison, on avait énormément d'intoxication au ricin, notamment pour les enfants. Vous aviez dit que la dose mortelle, elle était à une graine. Nous avons des cas où il y a eu déjà un cas pour lequel il y avait un enfant de 9 ans, elle avait consommé plus de 13 graines et elle n'est pas décédée. Et on n'a pas énormément de décès par le ricin. Je ne sais pas, est-ce qu'on n'a pas la même famille de ricin? Je ne sais pas. Ça dépend de la concentration de la graine, mais c'est ce que j'ai trouvé au niveau de la littérature. Nous aussi, on n'a pas beaucoup de mortalité par le ricin, mais c'est ce qui a été rapporté dans la littérature. Ils disent 1 à 3 graines et c'est une dose létale. C'est que pour l'intoxication, déjà, si la graine elle est avalée, elle n'est pas aussi toxique que quand elle est mastiquée. Oui. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on va clôturer la session. On vous remercie pour votre attention et bienvenue pour la pause déjeuner et pause prière. Merci.